Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François. Aujourd'hui, on va parler immobilier. Je suis avec un investisseur chevronné. Je suis avec Michael Zonta. Salut Michael. Bonjour François, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Du coup, on va pouvoir parler un peu plus en profondeur de ton parcours. On va essayer d'apporter beaucoup de valeur à des investisseurs qui sont peut-être pas aussi avancés que toi. Donc, est-ce que tu peux d'abord te présenter en 30 secondes, faire part de ton parcours, comment tu es arrivé là et quels sont tes résultats aujourd'hui? Oui, bien sûr, je m'appelle Mickaël Zonta, j'ai 31 ans, je vis à Paris. Je suis investisseur immobilier puisque je détiens un petit peu plus de 3 millions d'euros de patrimoine, ça fait environ 300 000 euros de revenus locatifs aujourd'hui. Et je me suis rapidement aperçu il y a 7 ans de ça qu'il y avait des produits d'investissement et une façon d'investir dans l'immobilier ancien qui permettait de dégager des rentabilités extrêmement intéressantes. Et j'en ai fait une société qui s'appelle investissementlocatif.com, qui est présente dans plus d'une dizaine de villes aujourd'hui en France. Et pour donner quelques métriques, c'est 60 collaborateurs aujourd'hui Ouais. et c'est plusieurs centaines d'opérations réalisées par an. Ok, super. Bah, tu as commencé quand d'ailleurs l'immobilier? J'ai commencé il y a 7 ans de cela. J'ai un parcours. Alors, j'ai fait une école de commerce. Je suis rentré, je dirais, un petit peu par élimination, comme faisait tout le monde, dans le monde de la banque d'affaires. Je m'y suis pas du tout retrouvé parce que j'avais beaucoup d'idées et je faisais partie des créatifs. C'est un métier sur lequel la créativité n'est pas forcément reconnue, mais même si les gens qui y sont ont plein d'autres qualités, hein, mais en tout cas, ça faisait pas forcément partie de ça. Et du coup, j'ai souhaité, parce que c'était une volonté aussi de ma part depuis plusieurs années, je pense que c'était aussi un peu un moi, devenir entrepreneur. Mais ça a été intéressant par la suite parce que j'ai vu aussi de l'autre côté de la barrière le monde du financement. Ouais. Et donc, ça m'a permis aussi énormément de m'aider quand je me suis retrouvé dans la position d'investisseur et que c'est moi qui voulais lever de l'argent et le plus possible, parce que là, j'ai 3 millions d'euros d'immobilier, mais j'ai entre 2 et 3 millions qui sont en cours de constitution. Et du coup, ça m'a permis de aussi avoir beaucoup de techniques derrière pour pouvoir le faire. D'accord, donc t'es tombé dans la marmite de l'immobilier grâce à ce parcours-là en amont, d'accord. Ok. Ouais, alors le monde, en tout cas sur le monde du financement, après non, sur la marmite de l'immobilier, c'est une anecdote que je révèle dans le livre que j'ai publié qui s'appelle L'immobilier et l'Ibérance, qui apparaîtra fin janvier. Et en fait, autour de moi, que ce soit des salariés, des chefs d'entreprise, des gens en profession libérale, quand je discutais avec eux de leur réussite uniquement financière, hein, il y a plein d'autres types de réussite, mais si on focalise sur celle-ci, ils avaient tous le dénominateur commun de l'immobilier. Et je raconte une anecdote, j'ai le grand-père de mon ami de l'époque, qui, quand j'étais beaucoup plus jeune, qui faisait des chèques à sa famille, et ça m'a toujours marqué dans le sens positif, parce que je me disais, mais comment est-ce qu'il fait pour faire des chèques comme ça? Il avait la chance d'avoir une très belle et grande famille. Et du coup, c'était l'immobilier qui lui avait permis de faire ça. Et donc, j'ai rapidement voulu aller à la source de ce phénomène qui permettait de faire des chèques à sa famille, parce que je trouve que c'est beau. Oui, j'imagine que c'est impactant. Ok, super. Alors, je voudrais aller un petit peu plus loin avec toi. Alors, je suppose que tu as déjà dû faire des interviews, tu as dû parler un petit peu de technique. J'aime vraiment aller chercher ce qui est intéressant chez une personne, ce qu'il peut apporter en termes de valeur. Est-ce que tu pourrais nous faire part peut-être de ta plus grande galère, voilà, toi qui es investisseur immobilier, ta plus grande mésaventure et comment tu as géré cette situation? Oui, à titre personnel ou à titre professionnel? Bah, de personnel, peut-être que ça peut toucher un peu plus de monde au niveau personnel, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, les grosses difficultés que j'ai eues, c'est que je me retrouvais pas dans le système scolaire. J'ai eu la chance de venir de la classe moyenne. J'ai redoublé mes études quand j'étais en première. J'étais plutôt en situation d'échec scolaire. D'accord. Ça c'est potentiellement, bien sûr, pas plaisir du tout à ma famille. J'étais parti pour faire du coup des études courtes. Et en fait, c'est une des plus grandes chances, c'est que j'ai fait tout un parcours en apprentissage parce qu'en fait, je vais essayer de trouver le meilleur moyen de concilier quand on est jeune, entre guillemets, faire plaisir à ses parents et en même temps se faire plaisir à soi. J'aimais pas du tout l'école et c'est en fait ça s'est retrouvé être la plus grande chance, c'est que de mon bac plus 1 à mon bac plus 5, j'ai fait l'intégralité de mon cursus en apprentissage, donc j'ai travaillé pendant 5 ans vraiment en immersion professionnelle en plus de mes études. À l'époque, il y a 10 ans, quand je démarre et qu'en bac plus 1 je fais de l'apprentissage, l'ensemble des gens que je connais, hein, dans le cercle social, famille, amis ou autres, me disent mais je comprends pas, tu peux être plombier. Ouais. En l'occurrence, en plus, je trouve que c'est un très beau métier d'être plombier. Donc déjà, c'est une mauvaise image qui est donnée. Mais il y a 10 ans, c'est vraiment en gros les métiers manuels. Alors, ironie d'histoire, je trouve que
10 ans après, en fait, c'est ces métiers manuels qui, en tout cas en termes de succès financier, gagnent plus que beaucoup de métiers intellectuels. D'accord, ouais. Et aujourd'hui, c'est le côté positif, ça, l'ensemble des gens disent bah oui, c'est vachement bien l'apprentissage, effectivement tu commences à te faire un réseau professionnel. Bon, à l'époque honnêtement, et dans ma famille dans l'image que ça renvoie, je suis plutôt le vilain petit canard. Je m'en fous un petit peu à l'époque parce que je suis plutôt content, je suis payé pour faire mes études et je trouve que c'est une très grosse embellie. Je trouve que c'est encore vraiment un succès aujourd'hui et ça a une meilleure image aujourd'hui et c'est beaucoup plus démocratisé. Mais à l'époque, je suis plutôt en situation de l'échec scolaire, plutôt mauvais canard dans l'image sociale que ça renvoie. Le contre-pied de ça, c'est que en fait, ça m'a permis pendant 5 ans de côtoyer des chefs d'entreprise, des managers. Et quand je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi, puisque ça m'a permis en fait d'avancer dans le cycle d'études et donc de faire plaisir un petit peu à tout le monde et d'avancer, je me retrouve en fait avec, j'ai l'impression en termes de maturité, beaucoup plus de maturité que ceux qui ont fait 3, 4 ou 5 ans d'études après le bac et qui arrivent à ce moment-là sur le marché du travail. Et c'est une des plus grandes chances de ma vie d'avoir redoublé à ce moment-là et d'avoir essayé de trouver un circuit pour rentrer plus rapidement dans le monde professionnel parce que la volonté de départ c'était de faire des études. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Bon, j'ai pas eu ton parcours effectivement, mais aujourd'hui ça se voit. Tout ce que tu viens de dire, ouais, je valide complètement. Et tant mieux que ça aille dans ce sens-là aussi, dans un sens. Avec le recul, si tu devais revenir peut-être 10 ans en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ou est-ce que peut-être tu aurais un processus de la réussite qui serait différent à mettre en place peut-être? Oui, dans le parcours professionnel, je verrais un petit peu plus rapidement plus grand. Dans le sens où à l'époque où quand je démarre ma société, donc c'est une des galères professionnelles, à la fin de la première année, je crois qu'on fait 40 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, je réfléchis quand même à arrêter, puisque bien entendu, ce montant-là, je me paye pas, hein, il y a l'intégralité des charges de fonctionnement d'une société à payer, j'ai pas de salariés. Donc il y a quand même un petit moment de flottement où avec mon associé, parce que j'ai la chance d'avoir cofondé ça avec quelqu'un, et c'est aussi un énorme facteur de succès d'avoir créé avec une personne avec laquelle je suis très complémentaire, Manuel Ravier. Et du coup, j'ai vu, je dirais potentiellement, mais c'est l'expérience, c'est normal. Je pense pas que quelqu'un ait une vision globale à 23 ans quand il crée une société, une vision nationale d'un projet ou autre. Mais j'aurais l'ambition de voir un tout petit peu plus grand et l'ambition de déléguer tout de suite et de moins être opérationnel. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'il faut travailler sur ses business, mais pas dans ses business. Et je pense qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit parce que c'est ça qui permet de développer, c'est le fait de pouvoir vraiment déléguer au maximum pour pouvoir continuer le temps qu'on a, pour pouvoir continuer à le passer sur le développement d'une société et pas sur l'opérationnel pur d'une prestation, parce que sinon forcément la société stagne. Donc c'était un des meilleurs conseils qu'on m'a donné. J'essaye toujours de l'avoir en tête, même s'il y a forcément toujours une part de personnel et c'est dur de s'en dégager à 100%. Mais en tout cas, se laisser du temps pour travailler sur ses business et pas vraiment à l'intérieur, dans l'opérationnel, c'est un des très gros facteurs de succès, je pense, des très grands entrepreneurs aujourd'hui. Ok, parce que du coup, j'imagine que tu es passé par des phases de doute à cette période-là. Oui, à cette période-là, on est à 2 doigts d'arrêter, où on se dit, c'est pas grave, on n'en fait pas un drame parce qu'il y avait aucun risque. On est en apprentissage, donc on gagne un petit peu, mais très très peu. On a quand même un diplôme et un bagage, donc on se dit, on peut repartir, il y a vraiment zéro risque. Et c'est aussi une des grandes chances d'avoir, de m'être lancé dans l'entrepreneuriat très jeune. J'admire toutes celles et ceux qui le font, qui sont dans une situation avec des fois des crédits, avec des fois une famille, des enfants à nourrir, parce que c'est très difficile à ce moment-là de repartir zéro, parce qu'en plus on a un confort de vie, un standing de vie qui est forcément plus haut que celui dans lequel où je suis étudiant, une piole de 10 mètres carrés, il y a un paquet de pâtes, il n'y a pas de problème, quoi. Et je suis absolument pas malheureux du tout avec ça, hein. C'est en plus, j'ai pas forcément connu autre chose, et puis avoir une bande de copains, ça me suffit, quoi. Donc c'est aussi la chance de ça, c'est de pouvoir à cette époque-là se satisfaire de très très peu, d'avoir aucune charge, si ce n'est un loyer et sa propre bouche à nourrir. Et donc ça permet aussi de prendre plus de risques que peut-être la peur de devoir tout de suite rentrer de l'argent quand on est dans une situation de confort ou avec des responsabilités familiales plus élevées. Ouais, je le dis assez souvent, c'est sûr qu'il y a des situations plus difficiles que d'autres. Et l'avantage quand tu commences seul, c'est que t'as rien à perdre. Donc tu peux prendre des risques et voilà, après tu peux rebondir. Et puis ça m'a permis de tenir. Ça a mis plusieurs années avant de décoller.
Et donc, ça m'a aussi permis de tenir parce que j'imagine que si j'avais des crédits ou autres, je me serais peut-être plus fatigué, lassé ou abandonné plus tôt. Et là, le fait de dire aussi, bah, j'ai le temps, je peux rebondir, c'est pas grave si ça marche pas, je suis quand même dans la bonne direction. Et si ça prend 1, 2 ou 3 ans de plus, bah, c'est pas grave. Je préfère prendre mon mal en patience et poursuivre et persévérer. Mais quand ça va marcher, ça va décoller. Bah, c'est aussi la chance de plus on démarre jeune, plus on peut avoir cette perspective long terme. C'est aussi la volonté que j'ai eue aujourd'hui avec la société, parce qu'on nous a plusieurs fois proposé sur des investisseurs extérieurs ou des fonds de rentrer au capital. C'est aussi cette volonté d'avoir dit, bah non, je préfère rester maître à bord. Si c'est un tout petit peu plus long de développer, bah c'est pas grave, mais ça me permet aussi d'investir massivement à titre professionnel, hein, dans la société où je le souhaite, de prendre, d'avoir la liberté de choix, de se dire, bah, s'il y a quelques activités ou des plans d'activités à l'intérieur du groupe qui, à ce jour, sont déficitaires, mais on sait pourquoi on souhaite les sponsoriser pour le service client, pour plein d'autres choses, et de pas avoir des investisseurs qui disent, on conserve que ce qui est rentable et le reste, on sous-traite ou on le sort pour les groupes. Ah bah oui, c'est super intéressant. Ouais. C'est toujours cette vision long terme. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est ce que j'aime bien, c'est le bon sens paysan et vraiment de le gérer. C'est peut-être un peu old school, hein, mais vraiment une vision à peu près paternaliste, de se dire qu'on va lentement par rapport à de nombreuses startups, pas forcément concurrentes, hein, mais qui vont lever beaucoup, qui sont là pour faire un maximum d'argent, mais de se dire que bah, on souhaite en tout cas s'inscrire dans la durée et être encore là présent demain et un petit peu plus gros. Bon, oui, après ça c'est un peu le fantasme de la start-up, mais en tout cas c'est des très bons conseils pour peut-être les plus jeunes qui écoutent cette émission. Ok, bah super. Ouais. Maintenant, comment tu te vois dans le futur? Comment tu vois ton avenir? Est-ce que tu as des rêves? Comment tu te vois dans 20 ans? Ouais, la vision que j'ai de ce groupe immobilier aujourd'hui, c'est que je voudrais qu'on puisse, et c'est déjà le cas, on vient segmenter le marché pour en faire une marque généraliste en investissement immobilier. L'idée, c'est de dire, bah, aujourd'hui, vous voulez acheter votre résidence principale, on va parler du monde des professionnels, hein, sinon vous pouvez aller sur PAP, mais pour toutes celles et ceux qui souhaitent se faire accompagner, bah, il y a le Centre 21, la Forêt, etc., pour acheter de l'immobilier ou louer de l'immobilier bah, pour y vivre, ou même potentiellement, pas de problème, hein, pour y investir. L'idée, c'est de dire, bah, on va venir segmenter le marché, on va faire une marque d'investissement généraliste sur l'ensemble des villes où on est quand même capable de traiter un volume pour que ce soit bien sûr intéressant pour nous à titre de société pour pouvoir placer une équipe, sur une marque généraliste en investissement immobilier. Ça s'étendra a priori demain, en tout cas si on parle de rêve, d'utopie ou de vision très long terme, ça s'étendra sur un fonds d'investissement potentiellement sur des sociétés, sur des investissements dans lesquels la société va aussi et potentiellement des clients pourront venir pour prendre une quote-part de projets beaucoup plus ambitieux. Avoir cette marque qui permet effectivement de traiter du clé en main pour l'ensemble des clients, puisque bah, on accompagne plusieurs centaines d'investisseurs dans des opérations clé en main. Ils nous confient de l'argent et on va s'occuper de dresser une opération de A à Z, leur trouver un bien qui permet de dégager une rentabilité plus élevée. Ouais. On a un bureau d'architecture qui s'occupe de faire les plans, suivi de travaux, décoration, location, gestion. Et pourquoi pas demain, bah, dire si vous aussi vous voulez le faire tout seul, avoir une activité de formation pour les gens qui souhaiteraient le faire tout seul mais bénéficier de notre expertise. Ceux qui souhaitent bénéficier de notre expertise, être propriétaire à 100%, bah, au travers de la marque qui existe déjà et que je gère un investissement locatif. Et ceux qui disent, bah, je voudrais rentrer sur des projets de plus grande envergure, en détenir une quote-part et donc plus une vision gestionnaire de fonds pour les clients qui préfèrent qu'on gère nous-mêmes l'opération en direct et dans la durée, et que ce soit bah, de la gestion de fonds en immobilier, comme ça se fait de façon classique. Donc l'idée, c'est demain de pouvoir couvrir l'ensemble de la chaîne avec cette vision globale. Ok, est-ce que tu te vois travailler encore, je sais pas, dans 10 ans? Oui, bah, moi j'adore ce que je fais. Honnêtement, c'est toujours le paradigme, hein, mais le fait de dire le rêve un petit peu de tout le monde, c'est de gagner de l'argent sans travailler. Franchement, ça, bien sûr qu'au fond, c'est un rêve que tout le monde souhaite. Mais c'est pas, je crois pas que ce soit là où c'est tout le bonheur ou le reste. Je suis fondamentalement le plus heureux du monde. En plus, l'interview, première vraie grande soirée d'entreprise qu'on a fait, il y a 60 collaborateurs qui sont venus de plus d'une dizaine de villes en France. Réellement, professionnellement, je suis un des hommes les plus heureux du monde. Ma chance d'avoir démarré à deux, de pouvoir aujourd'hui constituer une équipe, avoir aussi des responsabilités, mais nourrir aussi ces gens-là, je le vois un petit peu, j'ai une vision vraiment paternaliste de ça. Pour rien au monde, demain, j'arrêterai cette société.
c'est une réalité. Alors, est-ce que je serai encore là à 70 ans comme tous ceux qui ne décrochent jamais, c'est une autre histoire. Après, j'ai la chance d'avoir 31 ans. J'ai la chance d'être épanoui professionnellement, d'avoir beaucoup d'idées, d'avoir la chance aujourd'hui de pouvoir investir de l'argent pour développer ces idées-là au sein de ma société. J'ai la chance d'avoir choisi les 64 personnes avec lesquelles je travaille et qui sont formidables. Donc non, pour rien au monde, c'est pas parce qu'il y a l'argent aujourd'hui que j'arrêterai de travailler. On en reparlera dans 10, 15, 20 ans, mais en tout cas, j'ai plein d'autres choses à faire. Et même le fait aujourd'hui, tu vois, qu'on discute après cette vue un petit peu juste sur les réseaux sociaux, bah, je trouve ça formidable de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. Donc, le sens de la vie, il est plutôt là pour moi que dans le fait de se lever le matin, d'avoir des sous et de se dire, bon, qu'est-ce que je fais, quoi. Ouais, ouais, ben là encore, je partage la même vision que toi. Après, bon, j'imagine que tu as dû la recevoir aussi celle-là, mais je l'ai reçue des dizaines et des dizaines de fois, des personnes qui me disent, mais voilà, si t'es vraiment fortuné, si t'es vraiment rentier immobilier, pourquoi tu continues, toi? Pourquoi tu t'essayes de partager, d'aider les gens si vraiment t'es riche, et pourquoi tu continues? Alors, bon, c'est ce que tu viens de dire, c'est une phase aussi d'épanouissement, de vrai bonheur et de pas tomber dans la solitude, de pas partir à l'autre bout de la planète sur une plage privée, mais c'est aussi le but de ta vie. C'était ma question suivante d'ailleurs. Mais en fait, c'est le défi de la vie. Le jour où tu vas mourir, que tu regardes dans le rétroviseur, bah, tu peux être fier, entre guillemets, d'avoir rien fait ou d'avoir voyagé si tu avais de l'argent, et j'ai aucun problème avec ça. Franchement, dans un des plus beaux jours professionnels, il y a le jour où j'ai acheté mon premier bien, il y a le jour où j'ai signé le premier CDI, et véritablement, le fait d'avoir réuni 64 personnes hier, ça rentre dans le top 10 des plus beaux jours professionnels au niveau de ma vie. Et c'est ça que au quotidien, il y a des difficultés, mais c'est aussi pour ça que ça le fait. Après, je pense que tous les entrepreneurs... Excuse-moi, il y a une petite coupure, je crois, non? Ouais, il y a une petite coupure. Ouais, excuse-moi, il y a une petite coupure. Je pense que je disais tous les entrepreneurs sont des challengers. Donc je pense que ça fait partie intégrante de tous les entrepreneurs, c'est le fait de se fixer des challenges, que ce soit associatif, capitalistique, en termes d'immobilier, en termes de voyage, mais il y a une part de challenge et c'est là-dedans, en tout cas pour moi, que se situe à la fois la vraie réussite et puis à la fois le vrai épanouissement. En 7-8 ans d'entrepreneuriat, ça m'a fait vivre des choses que jamais j'aurais pensé vivre, et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ce que je dis à quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas épanoui, je lui dis souvent de se fixer un objectif. Et c'est souvent le cas, c'est qu'il n'a pas d'objectif. C'est clair. Ok, merci. J'ai envie de te poser deux autres questions, disons un petit peu plus originales. La première, c'est, je l'ai posée à très peu de personnes, mais si tu étais président de la République, quelle serait ta première décision? Alors, il y a une seule chose, tout le monde est à peu près d'accord, que le premier problème en fait de l'insécurité, le problème du pouvoir d'achat, etc., c'est que les gens ils veulent travailler. Ce discours où il y a des gens qui profitent, etc., oui, ça doit exister, mais c'est un épiphénomène sur lequel c'est ridicule de se concentrer. Là, tous les gens, ils demandent juste une seule chose, c'est vivre dignement, avoir un métier, pouvoir se loger, se nourrir, se vêtir, et être dans l'espérance que leurs enfants auront une vie un petit peu meilleure que la leur. Ils n'ont pas le rêve de devenir multimillionnaires, etc. La majorité des gens, mais c'est normal, hein, c'est très digne et c'est très sain, veulent juste avoir une vie confortable, subvenir à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants, et avoir un métier et vivre dignement de leur travail. Ça réglera, tout le monde est à peu près d'accord, le problème de l'insécurité, par nature le problème du chômage, et beaucoup d'autres problèmes, puisqu'ils pourront subvenir à leurs besoins. Il y a une seule chose, et tout le monde est à peu près d'accord pour dire, c'est que le problème, c'est que le coût du travail, il est trop élevé aujourd'hui en France. Pour une base 100 d'un salarié que je paye, ça va me coûter environ 80% de plus, entre 80 et 90% de plus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'État français, du coup, il y a plus de chômeurs. Du coup, c'est lui qui doit les financer au travers de ces 80%. Si on a baissé drastiquement le coût du travail, j'appelle ça drastiquement, je pense que c'est acceptable jusqu'à 50%, c'est-à-dire sur une base 100, ça coûte à l'entreprise 150. Bah oui, il y aurait une partie de marge en plus où quelques chefs d'entreprise gagneraient un petit peu plus.
Mais la grande réalité, c'est que la majorité de l'argent économisé par la société, puisqu'aujourd'hui elle fonctionne avec un coût à 80% de plus entre le salaire net et le coût entreprise, bah, elle créerait des emplois par nature. Elle augmenterait déjà potentiellement les gens, plus elle créerait des emplois parce qu'il n'y a aucun chef d'entreprise sadomaso qui aime bosser 12 heures ou 20 heures par jour pour ceux qui ont du mal, une activité qui n'est pas forcément prospère. Donc, ils créeraient de l'emploi derrière pour alléger leur confort de vie et pouvoir obtenir une satisfaction plus grande. Donc, le coût des personnes au chômage que l'État entretient, il se transférerait par nature sur une partie sur les chefs d'entreprise, puisqu'avec l'argent qui reste, ils embaucheraient pour créer de la valeur. Pour moi, c'est le seul nerf de la guerre. Tout le reste, les niches fiscales, les chèques emploi, les chèques essence, enfin, je sais pas exactement tout ce qui existe autour. C'est un faux débat parce que c'est le fait de mettre sous perfusion et c'est juste vraiment un petit pansement. Le nerf de la guerre, il est là. Tout le monde est là. En tout cas, 10% des gens sont à peu près des gens économistes, sont à peu près d'accord pour faire ça. Donc, en tout cas, ils sont d'accord pour dire que ça résoudrait énormément de problèmes. Bah, je sais pas, personne ne le fait, donc si j'étais, je le ferais. En tout cas, c'est une partie, ce serait peut-être la seule mesure, peut-être je ferais ça et après je m'en vais, je pose ma démission. Mais je pense que ça permettrait de résoudre le problème du chômage, en grande partie d'insécurité. Et je crois pas, je voudrais donner un exemple qui en témoigne. Quand Uber arrive en France, ils sont pas connus pour gagner 10 000 euros par mois, malheureusement, ceux qui sont Uber aujourd'hui en France et qui conduisent un taxi. Par contre, on dit souvent, j'aime bien cette phrase, qu'est-ce que l'État français leur a proposé dans ces 20 dernières années, autre que ce que Uber a proposé en disant, bah, vous pouvez lancer votre activité et conduire un taxi et gagner dignement leur vie. Résultat des courses, il y a plein de gens qui le font du jour au lendemain parce que la marge d'entrée elle est faible, ils peuvent démarrer et ils veulent juste vivre dignement de leur travail, quoi. C'est juste ça. Clairement. Bah, je valide ta première réforme, en tout cas. Ce serait ça. Mais ça veut pas dire un paradis fiscal et dire, bah, on fait zéro, le but égale le net. On est dans un très beau pays, on est très heureux de quand on a un cancer ou quelqu'un de sa famille qui puisse être soigné et pas débourser 300-400 000 euros pour qu'il soit soigné du cancer. Donc je suis très bien en France, j'aime la France, je resterai en France, mais il y a une juste mesure à trouver pour pouvoir réinsérer aussi beaucoup de personnes dans le système de l'emploi. Tout à fait, on reste en France. Pour ma part. Je ne sais pas. Oui, non. Moi aussi, j'ai fait plusieurs émissions sur le sujet. Des fois, des émissions un petit peu touchy, mais ma conclusion à chaque fois est la même. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis, plus le fait que je suis persuadé que je vais rester en France aussi. Merci beaucoup. Une question que j'aimerais te poser parce que je la pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux? Alors là, on est entre personnes qui aiment et qui connaissent et qui prônent l'immobilier tous les jours. Donc, ce que je vais dire, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte pour tous ceux qui en sont persuadés. Mais 9 personnes sur 10, quand on parle quand même d'immobilier, autre que, bien sûr, toi, moi et ceux qui sont concernés quand on parle de l'immobilier, pensent que l'immobilier, ça coûte très cher à entretenir, que ça coûte beaucoup d'impôts, pourquoi il faut le faire et pourquoi il faut se mettre comme ça dans, entre guillemets, des problèmes. C'est le discours qu'on entend 90% du temps sur l'immobilier. Et je te remercie. Et bien sûr, c'est ce qu'on fait aussi nous tous les jours à notre humble et faible échelle, d'essayer d'évangéliser, démocratiser un petit peu plus cela. Pour dire qu'il y a une manière intelligente en créant de la valeur, pas sur le dos des locataires, de créer un patrimoine en créant de la valeur et d'être dans une relation win-win, qui est de dire, je remets des appartements dans le circuit qui sont initialement vétustes en créant de la valeur puisque je les refais complètement à neuf, les décors, les meubles, et bien sûr parce que je prends un risque, j'en tire un profit, mais un locataire également puisque c'est un appartement qui initialement n'existait pas, donc on est très heureux à notre faible niveau, mais de remettre sur le marché locatif chaque année plusieurs centaines d'appartements. De contribuer à la société. Tout à fait. Merci beaucoup, Mickaël. Pour conclure, est-ce que tu voudrais peut-être donner un dernier conseil général aux entrepreneurs, aux investisseurs, et également quelle est ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, alors pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, on oublie trop souvent les investisseurs restent focalisés sur la rentabilité directe d'un investissement. Je voudrais quand même leur rappeler que c'est le dessus de l'iceberg, que le dessous
de l'iceberg, c'est la cote-part et le montant en valeur de remboursement qui rembourse tous les mois. Et j'aime bien prendre cet exemple forcément extrême. Est-ce qu'on préfère faire 10% de rentabilité sur un parking dont la valeur est de 10 000 euros, ou est-ce qu'on préfère faire une opération blanche sur un building à Dubaï qui vaut 1 milliard, puisque dans 20 ans, dans les deux cas de figure, on sera propriétaire de l'un ou de l'autre, et généralement, quand on voit les choses comme ça, on se rend compte que la majeure partie de l'enrichissement passe par le montant tous les mois que je rembourse en termes de capital emprunté et amorti. Et donc, il faut se concentrer sur la vraie marche à l'entrée de l'immobilier, qui est le financement et le fait d'arriver à lever de la dette plutôt que de perdre son temps et quelquefois s'épuiser à faire une opération tous les 5 ans et qui va générer bien sûr 12% de rentabilité, mais alors qu'on aurait pu en faire 2-3 fois plus. Potentiellement toujours sur une excellente affaire, un petit peu moins rentable, mais en bout de course, c'est les investisseurs qui raisonnent par la dette qui vont être les plus riches. Et ce fonctionnement, il marche également en termes de financement de société. En témoigne le magnifique Patrick Drahi, un des hommes les plus endettés de France. Et l'actualité, vous pouvez trouver toute l'actualité. Je suis très heureux de sortir un livre donc qui est fini, là je l'ai sous les yeux et qui sera disponible au grand public à partir du 22 janvier dans toutes les bonnes librairies, sur Fnac.com, Amazon également, qui s'appelle Vive l'immobilier et vive la rente, parce qu'après Vive la République et vive la France, je voulais vraiment dire que l'immobilier et la rente c'était pas un gros mot et que ça pouvait être également sur le signe de vive. Tu évangélises l'immobilier encore une fois, c'est beau. J'espère. Super, merci beaucoup. On va essayer de mettre ça, tout ce qu'il faut aussi dans la description. Je te remercie encore une fois et n'hésitez pas encore une fois d'aller voir le beau travail de Michael. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Merci François, à bientôt.